Ce que j'aimerais, c'est que le lecteur ait une vision différente de la loi. C'est exactement le but de ce livre. C'est quelque chose qui a fait partie de ma vie quand même pendant 3 ans. Ce que je voulais, c'est que le lecteur entre avec moi à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Il faut que je sois présente, mais transparente. Il ne faut pas que je dérange. L'aquarelle est un élément aquatique, il faut la laisser libre. On pose l'aquarelle avec ce gros pinceau et après elle fait ce qu'elle veut. Et surtout, il faut lui faire confiance. Il y a toujours un lien qui s'installe entre celle qui dessine et celui qui est dessiné. Cet hémicycle, au bout de certains temps, on l'a dans le pinceau. On se dit, mais est-ce que je suis dans du théâtre? Eh bien justement, l'hémicycle, c'est un lieu de théâtre. C'est inouï ce que ce drapeau peut être flatteur dans les dessins. Ce bleu, blanc, rouge avait pété le reste. Là, quand je reviens devant cette colonnade, j'ai le sentiment de revenir dans un lieu qui m'est proche. Je suis presque comme à la maison, j'allais dire. Je regarde ces personnages que j'ai tellement côtoyés. Je ne vais pas vous dire que je leur fais coucou, mais dans une certaine mesure, on se connaît. On arrive à entrer dans des mondes complexes. La loi, c'est complexe, mais on va y entrer par l'aquarelle. L'aquarelle, c'est quelque chose qui vous prend la main et qui vous emmène là où elle veut, et d'une façon simple. Voilà, j'arrive. Je suis salle des pas perdus. Je pose mon carton à dessin, mon sac. Je sors mon armure, c'est-à-dire le gilet multipoche grâce auquel je deviens l'aquarelliste reporter. Ici, j'ai mis mes crayons. Pourquoi il faut qu'une pointe soit aiguisée? Parce qu'il faut que le trait soit très tendu, très sec. Et alors, au bruit, je sais si le crayon est bien taillé. Là, je sais que c'est bon. Alors, les pinceaux, c'est extrêmement important. Un 12, c'est un gros pinceau. Si un pinceau est bon, il fait la pointe. J'ai pas encore de l'eau à côté de moi, je fais ça. Je vois que la pointe est bonne. L'outil indispensable, ma boîte d'aquarelle. C'est une boîte d'aquarelle à laquelle je tiens, mais viscéralement. Je connais par cœur la place de mes couleurs. Comment est-ce qu'on fait la couleur de la pierre? Comment on fait la couleur du marbre que vous avez là? La base essentielle, c'est le jaune de Naples. C'est une couleur que personne ne connaît, qui est un jaune neutre. La pierre, c'est toujours un mélange de ce jaune de Naples et de ce noir. Et là, j'ai une laque Garance. La laque Garance, c'est pas vraiment un carmin, ça peut être utilisé dans les lieux de pouvoir. Elle me rassure, ma boîte d'aquarelle. C'est ma confidente, c'est mon alter ego, cette boîte d'aquarelle. On s'entend très bien, l'aquarelle et moi, et on est les meilleures compagnes qui puissent exister. Monsieur le Président! L'arrivée du président est un protocole extrêmement immuable. Il est hors de question que ça se passe autrement que de la façon habituelle. Chaque fois que ces portes s'ouvrent pour aller présider une séance de l'Assemblée, chaque fois, j'ai
conscience de l'endroit où je suis et de la responsabilité qui m'incombe. Je ne viens jamais ici sans ressentir une émotion. Quelquefois, on m'a dit, mais est-ce que c'est encore utile? La démocratie s'incarne dans des rites. Et la République a besoin de ces rites. Il entre là, le roulement de tambour s'arrête. J'ai souvent assisté ou dessiné ce rituel. Je suis moi-même habitée par ce rituel. Ça me rappelle des choses. Oh, j'étais exactement là. Ici. Aïe. Bonjour. Et vous-même? On regarde les lieux, on regarde le blanc de son papier et on se dit comment je vais faire pour faire tenir tout ça là-dedans. Il faut qu'on sente le côté mat du velours, le côté brillant de l'or et le côté froid du marbre. Donc il va y avoir un travail de pinceau pour qu'on sente les veines du marbre. Il faudrait essayer de faire en sorte que chaque lecteur comprenne de quoi est fait le dessin. Si vous voulez bien regagner vos places. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. Vous avez un huissier qui va se tenir et qui va se distribuer à chacun des députés qui entrent dans l'hémicycle une feuille jaune, c'est le déroulé de la séance en cours. C'est-à-dire qu'on va avoir la date, le sujet et quels sont les orateurs qui vont se succéder au cours de la séance. C'est vraiment, j'allais dire, un programme de la journée. Ça commence comme ça, l'hémicycle. Non, mais vous êtes toujours dans la provoque. Vous avez failli me casser la figure l'autre jour. C'est bien, mais c'est bon. Les uns se lèvent, les autres se lèvent. C'est une bataille extraordinaire dont l'important, c'est de montrer les bras qui ne sont pas d'accord. S'il vous plaît, Monsieur Geoffroy, retournez à votre place. Un peu de dignité et de respect, sans précédent. Sans précédent. À ses responsabilités. Eh bien, écoutez, partez, mais tranquillement. Dans les questions au gouvernement, c'est sans arrêt. Je dis que c'est le jeu du cirque. Parce qu'à ce moment-là, le but n'est même pas de se faire entendre. Il m'est arrivé de voir quelqu'un, un ministre, se levant pour répondre et tout l'hémicycle hurlant, ne donnant absolument pas la possibilité d'écouter la réponse ou la question. Soyons clairs, je ne leur demande pas d'être d'un silence absolu. La démocratie est portée par des femmes et des hommes de chair et de sang. Je vous avais rencontré une première fois dans votre bureau et vous m'aviez reçu avec une grande bienveillance. Et cette fois-ci, je vous rencontre dans le salon Pujol. Pour la droite, c'est un lieu très fort de symbole, parce que c'est d'abord ici que les députés républicains se retrouvent avant de rentrer en séance, notamment les mardis et mercredis aux questions d'actualité, mais aussi quand il y a ces moments, vous connaissez bien, ces moments de surchauffe de l'Assemblée sur des textes un peu durs, où il faut dans la précipitation parfois organiser une réunion de groupe qui n'a pas été prévue, eh bien c'est ici qu'on va la faire, c'est ici qu'on fait sortir les députés, on se trouve au milieu des députés, et puis on décide de la position à prendre sur tel ou tel sujet.
fait plaisir de vous On se revoir. retrouve. Ouais, ça serait bien. C'est un salon, j'allais dire, entre guillemets, qui vous appartient. C'est le salon de la gauche. C'est l'occasion de croiser des ministres si on en a besoin, si on a besoin de prendre quelques contacts, de faire avancer un dossier, de retrouver nos collègues. C'est aussi le lieu où, en dernière minute, on peut caler ou prendre connaissance de l'arbitrage du gouvernement sur tel ou tel amendement, le discuter à l'occasion d'une suspension ou même pendant la séance. Quand je vous avais rencontré, vous m'aviez dit que rien ne vous préparait à faire le travail que vous faites actuellement. Non, rien ne me prépare à être député parce que malheureusement l'Assemblée ne ressemble pas à la société. Vous êtes la mieux placée pour le savoir. C'est d'abord une assemblée d'hommes, il n'y a pas assez de parité, il n'y a pas assez de renouvellement générationnel et il n'y a pas assez, ce n'est pas assez le reflet de la société française dans sa diversité. Et lorsqu'on est comme moi ardéchois, fils d'ouvrier, devenir parlementaire n'est pas quelque chose de naturel. En tout cas, aux yeux des parcours que l'on voit ici ou là, ça n'est pas quelque chose de très naturel. Merci, hein. Merci. Donc là, on va dans la salle des 4 colonnes. Bonjour. C'est une salle qui est connue puisque c'est là que se tiennent en général les journalistes qui sont sur le pied de guerre en attendant que les députés sortent de l'hémicycle. Une heure avant la fin de la séance, les journalistes un par un commencent à venir, s'installent par petits groupes et on sent qu'au fur et à mesure que le temps passe, la tension monte. Cette télévision qui est là, elle est très importante parce que à chaque fois qu'il y a une séance, pendant tout le temps de la séance, des journalistes viennent s'asseoir ici, viennent s'asseoir là-dessus et sont autour de cette télévision qui donne des gros plans de face de tous les orateurs et de tous les débats. Donc ce lieu-là est un lieu extrêmement intime, très fort. Il y a beaucoup de discussions, c'est très concentré. On sent que c'est à la fois un lieu d'attente et un lieu extrêmement vivant. À partir du moment où les députés sont là, pour le coup, c'est un lieu extraordinairement fort. Vous avez vraiment une ligne de journalistes qui vous attendent. C'est normal que la tension monte puisqu'il ne faut pas louper le député qui va passer. Et d'ailleurs, c'est à ce niveau-là, il y a un jeu extrêmement subtil parce que les députés qui sortent par cette porte-là savent qu'ils vont rencontrer les journalistes. Ceux qui ne veulent absolument pas avoir affaire aux journalistes ne passent pas par là. Ils passent par l'autre porte qui est à côté. C'est un jeu très serré, puisqu'il y a ceux qui passent par là, mais qui contournent le mur, parce qu'ils n'ont pas envie d'être dérangés. Et puis il y a ceux qui voudraient bien, mais en fait qui n'intéressent personne, ce qui est frustrant. Et puis vous avez donc les grandes vedettes qui, arrivées là, vont forcément être entourées par la horde des photographes, des caméramens et des journalistes, et on n'aura de cesse de leur faire dire la fameuse petite phrase que tout le monde reprendra dans les médias. C'est évident que comment est-ce qu'on fait quand un député arrive pour être le premier? On va dire un mot, monsieur le député. Ça veut dire c'est à moi qu'il faut parler. C'est un moment très intense et très court. Ça dure peu de temps, cette sortie. En définitive, au bout d'un quart d'heure, la salle est vide. Et ce qui est intéressant, c'est le paradoxe entre le vide de cette salle au bout de 20 minutes et puis la cohorte des 50 ou 60 journalistes avant. On sent qu'avant, on va essayer de faire. Après, trop tard si on n'a pas fait, mais ça dure l'espace d'un quart d'heure. Alors ici, on arrive à la buvette des journalistes où j'ai passé un temps fou. C'est vraiment un lieu de rencontre. Les journalistes se retrouvent là, les agents aussi. Il y a un mélange de population. Les gens viennent prendre un café. Les jus d'orange et les jus de pamplemousse sont absolument exquis. On prend une petite noisette. Et un jour, je vais dans ce lieu, je tombe sur un caméraman étranger qui me dit cette phrase que j'ai trouvée absolument merveilleuse. La buvette, c'est le cœur de l'Assemblée nationale. Et le cœur est très proche de l'estomac.
l'hémicycle est vide, on dit qu'est-ce qu'ils fichent, ils ne sont pas là. Personne ne sait qu'ils travaillent en commission. Les commissions, qu'est-ce qui sait ce que c'est? Personne. Donc, à l'Assemblée nationale, le projet de loi arrive. Il va donc aller dans une des commissions qui s'intéresse au sujet. Je me souviens très bien de Noël quand elle est arrivée à l'Assemblée parce qu'on s'est rencontrés très vite. On a discuté longuement. Je crois que j'avais un petit peu... vous m'aviez interrogé déjà sur le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Et on avait passé des très bons moments. J'étais fascinée par son talent. Elle a une immense discrétion qui lui permet de se faufiler et donc de capter des moments. Et ce que je trouve très beau, c'est qu'il se dégage de ce dessin une grande concentration. On voit que voilà, c'est sérieux. On est tous penchés sur les dossiers. Il y a une atmosphère studieuse qui correspond assez bien à ce qui se passe en commission. Mais dans cette salle ici, il est évident que je n'ai absolument rien compris. Donc ça sera intéressant de vous demander à vous ce que c'est que la commission des finances. C'est l'endroit où on discute du budget de la nation. Donc en fait, on discute à la fois des recettes, les impôts, les taxes et les dépenses, donc les budgets de chaque ministère. Et vous m'aviez dit quand même que c'était pas si simple d'être jeune femme et d'arriver dans un monde d'hommes. Ah non, ça n'a pas beaucoup changé d'ailleurs. Le fonctionnement très macho, quand même très phallocratique perdure. Et on est plusieurs femmes à avoir eu des bébés pendant cette mandature. Et il n'y a toujours pas de congé maternité qui soit par exemple inscrit dans le statut des députés. On ne peut pas se faire remplacer par son suppléant quand on est en congé maternité. Je me dirige vers la place qu'on m'a autorisée à prendre au bout d'un certain temps et qui est exactement sous la chaise de la chaise de la miséricorde, là qui est en rouge, juste en dessous de la place du président. C'est exactement ici que j'ai passé des semaines à dessiner pour le mariage pour tous, avec une chance que je n'arrive pas à comprendre. Maintenant, quand je mesure à quel point c'est étrange, je me dis, je trouvais ça normal pour l'époque. Maintenant, je mesure que c'est tout à fait anormal, exceptionnel. Et de monter cet escalier, j'ai le sentiment de remonter au 7e ciel. Le mariage pour tous était l'exemple le plus énorme de ce qu'on peut faire au niveau de débats violents. S'il vous plaît. Nous avons donc décidé d'ouvrir ce mariage et cette adoption aux couples de même sexe. On est au début du débat du mariage pour tous. On est l'orateur. Si on met une veste de ce vert flash, c'est qu'on a envie d'être vu. Et on a envie que ce vert reste avec les mots. C'est un vert boum. Et je pense que ce jour-là, l'important, c'était de faire boum. Et elle dit cette phrase. Nous sommes fiers de ce que nous faisons. Nous sommes fiers de ce que nous faisons. C'est-à-dire qu'en l'espace de 10 minutes, avec ce « nous sommes fiers de ce que nous faisons », les choses étaient établies, les réactions fusaient de chaque côté, on était complètement dans l'histoire. C'était pour moi la phrase de départ. Et à ce moment-là, c'était parti pour des semaines de guerre, mais là, je trouve que c'est un concentré de la bataille qui va se poursuivre dans l'hémicycle. L'indignité avec laquelle s'est exprimée Madame la ministre. Avec forcément un hémicycle qui, à peine était-elle arrivée, était en ébullition, puisque cette femme met l'hémicycle en ébullition. Des responsabilités que vous exercez, Madame la ministre. Allez. C'est scandaleux. Ces attaques, elles ont été injustifiées. Vous savez combien de fois j'ai dit à un certain nombre de députés qui l'a critiquée. Est-ce que vous la critiquez parce qu'elle est femme, parce qu'elle est noire ou parce qu'elle est intelligente? Et je leur disais, moi, je crois que c'est parce que c'est les trois en même temps. Vous savez, Madame la garde des Sceaux, ce n'est pas du triangle rose qui parle, mais d'un triangle noir avec inscription SOS danger. Merci. Quand elle se levait, il est évident que les gens autour pouvaient dire « Attention, qu'est-ce qui va nous tomber sur la tête ?» Je trouve donc juste
inqualifiable de faire un mot d'esprit sur une expression pareille, parce que vous dites ce ne sera pas le triangle rose, une véritable tragédie, et vous ajoutez, ce sera le triangle noir. Et vous ajoutez, ce sera le triangle noir. Elle était statufiée avec cette écharpe de couleur, ce doigt tendu. C'était absolument extraordinaire, tellement c'était, c'était au-delà de la réalité. On était presque dans la symbolique là-dedans. C'était vraiment la justice montrant du doigt l'ennemi. La parole est maintenant à Monsieur Erwan Binet, rapporteur de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Monsieur le Président, Madame la garde des Sceaux. Qu'est-ce que c'est qu'un rapporteur? Quel est le rôle du rapporteur? Le rapporteur est celui qui vient présenter la loi, donc il fait tout le travail en amont. Le travail du rapporteur était fondamental dans l'alimentation du débat auprès des citoyens. En travaillant parfois jour et nuit, mais des nuits complètes, c'est-à-dire il m'est arrivé moi de siéger presque 20 heures dans une journée de 24. Madame Ponce, j'aurais souhaité vraiment que vous soyez présent dans les auditions pour ne pas avoir à dire qu'un enfant d'homosexuel n'est pas le même enfant que les autres. Un enfant d'homosexuel est un enfant comme les autres. Clairement, quand vous prononciez ces mots, je regardais l'heure et je me disais heureusement que ces enfants sont couchés et qu'ils n'entendent pas ça. Le rapporteur ne peut pas s'absenter et le ministre ne peut pas s'absenter non plus. Donc obligé aussi d'être concentré en permanence pour pouvoir répondre aux questions qui nous sont posées et puis pour pouvoir aussi déjouer les pièges qu'on nous tend avec une opposition qui en est même venue jusqu'aux mains dans les derniers temps, où on avait des manifestations dans la rue en même temps. C'était un contexte assez particulier ici à l'Assemblée puisque tout le quartier était bouclé par la police et que seuls ne pouvaient avoir accès que les personnels finalement de l'Assemblée et les riverains. Sortez-moi ces excités! Allez, que l'on me sorte ces ennemis de la démocratie! C'est le 1er février 2013, 0h15. Toute la journée, les débats ont été terribles, d'une violence extrême. On se tape sur la gueule d'un côté à un autre, ça mousse, ça castagne, et tout à coup, 0h15, le président dit... Oui, Madame la garde des Sceaux, je suis sûr qu'une grande majorité de cette Assemblée se joindra à moi pour vous souhaiter depuis un quart d'heure un joyeux anniversaire. Et à ce moment-là, l'ambiance change du tout au tout. Les bancs se calment, l'atmosphère devient légère. Madame la garde des Sceaux est là, on l'embrasse, on la photographie, tout le monde s'aime, c'est extraordinaire. Ce texte va rester pour toujours, pour des tas de raisons, maintenant dans votre mémoire. 20 minutes plus tard, rebelote, ça recastagne. C'était oui, une sorte de texte d'initiation. En cela, ça a été particulièrement émouvant et nous gardons de ce texte non seulement les souvenirs d'un combat politique, d'un beau combat politique, mais parce qu'aussi c'était humainement, entre nous, un grand moment d'amitié, de camaraderie, et beaucoup d'ailleurs, quand vous les interrogerez, des collègues s'en rappellent comme étant aussi un moment de camaraderie et d'amitié entre nous. Les pains au chocolat sont arrivés et je voudrais vous demander à cette occasion une suspension de séance d'une demi-heure pour qu'au moins on prenne le temps de prendre un petit déjeuner. La démocratie, c'est pas la guerre civile. Et je vous invite volontiers à déguster les pains au chocolat de la buvette. Et donc, je peux avoir, et nous devons avoir des oppositions fortes quand nous sommes en désaccord, mais être capable de conserver des liens, y compris amicaux. Une nuit de grande fatigue où les débats traînaient, je sors et pendant l'interruption d'audience, je trouve une députée qui me regarde, qui me dit « Vous êtes fatiguée, venez donc à la buvette ». Et là, je suis cette députée exquise et j'entre dans ce lieu que personne ne peut découvrir, que moi-même je n'imaginais pas puisque la porte est assez ordinaire. C'est la buvette des parlementaires. Pourquoi on ne veut pas d'image? Parce que, vous savez, c'est le vestiaire du match de rugby. Ça parle fort puisque les gens sont libres. Quand ils viennent déjeuner, par exemple, et ça m'est arrivé de prendre un café ici, ils sont entre eux. C'est quelqu'un qui m'avait dit l'ennemi
de l'hémicycle redevient un cher collègue. Je pense que beaucoup de problèmes se discutent. Je ne sais pas s'ils se règlent, mais en tout cas, on discute dans cette buvette. C'est un moment où vous pouvez échanger loin des micros sans être observé. Ça permet de fluidifier la démocratie. Ce lieu est magnifique, mais je m'en fous pas mal si c'est pas nous, au bout du compte, que je dessine. C'est pas abstrait, c'est nous là-dedans. C'est pour ça que ça me touche. Ça nous parle parce que c'est de l'humain. Et la loi, c'est de l'humain, contrairement à ce qu'on peut imaginer.